Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la dernière partie de l'immunité, la transfusion sanguine. Alors, la transfusion sanguine, c'est le processus consistant à transférer du sang ou des produits sanguins d'une personne à une autre pour remplacer les composants manquants de leur sang, surtout dans le cas des accidents ou bien dans les interventions chirurgicales, blessures, l'accouchement, etc. Donc, la personne qui reçoit le sang est nommée receveur et la personne qui a donné son sang est le donneur. Alors, quelles sont les règles à suivre pour réussir les transfusions sanguines? Pour répondre à cette question, on va étudier un système très important appelé le système ABO. Donc, c'est le principal système de groupe sanguin et tissulaire. Elle était découverte en 1900 par le savant Landsteiner. Dans certains cas, il est indispensable de transfuser du sang d'un individu sain à un individu malade ou blessé. Sauf que certaines manipulations peuvent entraîner la mort de l'individu transfusé, jusqu'à ce que le savant Landsteiner réalise les expériences dont les résultats sont représentés par le document ci-dessous. Au premier temps, Landsteiner mélangea une goutte de sang de la personne A avec une goutte de sang de la personne B. Et après quelques minutes, il constata que le mélange est homogène, c'est-à-dire il n'y a pas d'agglutination. Puis, il mélange une goutte de sang de la personne A avec une goutte de sang de la personne C. Il constata après quelques minutes, comme vous voyez ici, une agglutination de ce mélange. Donc, après l'observation microscopique d'une zone au premier mélange, donc cette observation, comme vous voyez ici, montre que les globules rouges se trouvent libres dans le plasma. Donc, on dit que le sang des personnes A et B est compatible. D'accord? Alors, l'observation microscopique d'une zone de deuxième mélange montre que les globules rouges se trouvent regroupés en amas, comme vous voyez ici. Donc, les globules rouges liés entre eux. Donc, ce qui entraîne une agglutination. Alors, dans ce cas, on dit que le sang des personnes A et C est incompatible. D'accord? Donc, dans le premier cas, ici, on n'a pas d'agglutination des globules rouges, car le sang de personnes A et B est compatible. Dans le deuxième cas, ici, dans ce cas, on a agglutination du globule rouge, donc, car le sang de personnes A et C est incompatible. Donc, pour cela, Landsteiner est classé le sang humain en groupe bien connu maintenant par le nom de groupe sanguin. D'accord? Donc, la conclusion, la transfusion doivent obéir aux règles de compatibilité du groupe sanguin. D'accord? Donc, alors, maintenant, on va voir les différents types de groupes sanguins. Donc, les groupes sanguins. Alors, le groupe sanguin est une classification reposant sur la présence ou l'absence de certains antigènes nommés agglutinogènes à la surface du globule rouge, c'est-à-dire les hématies, et à la présence ou l'absence de certains anticorps nommés agglutinines dans le plasma. D'accord? Donc, on distingue deux types d'agglutinogènes ou bien deux types d'antigènes, agglutinogène A et agglutinogène B, ou bien on dit antigène A et antigène B, c'est la même chose, d'accord? Et deux types d'agglutinine, agglutinine anti-A et agglutinine anti-B, ou bien on dit anticorps anti-A et anticorps anti-B, d'accord? Alors, il existe 4 groupes sanguins différents.
on a le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Alors, pour le groupe A, les globules rouges portent sur leur membrane cytoplasmique les antigènes A ou bien les agglutinogènes A. D'accord? Alors, pour le groupe sanguin B, les globules rouges portent des antigènes ou bien des agglutinogènes de type B. Pour le groupe sanguin AB, les globules rouges renferment les deux antigènes à la surface du globule rouge ou bien deux agglutinogènes A et B. D'accord? Alors, pour le groupe sanguin O, les globules rouges se caractérisent par l'absence des deux antigènes. Il n'y a pas ni antigène A ni antigène B, donc pas d'antigène. D'accord? Alors, on passe maintenant au plasma, donc au plasma de chaque groupe sanguin. Donc, pour le groupe A, son plasma, comme vous voyez ici, contient des anticorps anti-B, d'accord? Donc, ou bien on dit les agglutinines anti-B. Pour le groupe sanguin B, au niveau du plasma, on voit des anticorps A. Donc, vous voyez ici les anticorps A ou bien on dit les agglutinines anti-A. Pour le groupe sanguin AB, comme vous voyez ici, au niveau du plasma, il n'y a ni anticorps anti-A, ni anticorps anti-B. Et pour le groupe sanguin O, comme vous voyez ici, elle renferme, ou bien le plasma renferme les deux anticorps, anticorps anti-A et anticorps anti-B. On récapitule. Alors, le groupe sanguin A est caractérisé par la présence des antigènes A sur les globules rouges et des anticorps anti-B dans le plasma. Donc, les anticorps anti-B sont dirigés contre ces antigènes-là, donc les antigènes B. Donc, comme vous voyez ici, il y a une compatibilité entre les anticorps anti-B et les antigènes B. Donc, le site de fixation des antigènes anti-B peut fixer les antigènes B, ce qui entraîne une agglutination. D'accord? Donc, les personnes, ou bien, les personnes de groupe sanguin A se caractérisent par la présence des antigènes A sur la membrane cytoplasmique de leur globule rouge et la présence des anticorps anti-B dans leur plasma. D'accord? Alors, on passe maintenant au groupe sanguin B. Donc, on voit les antigènes B ou bien les agglutinogènes B à la surface du globule rouge. Et au niveau du plasma, comme vous voyez ici, on trouve des anticorps anti-A. Alors, pour le groupe sanguin AB, donc il n'y a pas d'anticorps, c'est-à-dire pas d'anticorps anti-A ni anticorps anti-B au niveau du plasma. Et lorsqu'on passe au globule rouge, on observe la présence de deux types d'antigènes. D'accord? Donc, ou bien on dit deux types d'agglutinogènes, A et B. Donc, on a ici les antigènes A et on a ici les antigènes B. D'accord? Alors, pour le groupe sanguin O, le globule rouge ne renferme ni antigène A ni antigène B. Mais au niveau du plasma du sang O, il y a deux anticorps, les anticorps A et les anticorps B. Ou bien on dit les agglutinines A et les agglutinines B. C'est la même chose, d'accord? Alors, maintenant, on va voir comment on peut déterminer les groupes sanguins, d'accord? Détermination des groupes sanguins. Alors, pour déterminer le groupe sanguin d'une personne, on mélange une goutte de sang avec des sérums test contenant des anticorps anti-A, des anticorps anti-B et des anticorps anti-A et anti-B.
Donc la présence de l'antigène recherché sur les globules rouges se manifeste par l'agglutination, c'est-à-dire la réunion en amas du globule rouge. Donc la présence ou l'absence d'agglutination permet de déterminer l'agglutinogène ou bien l'antigène qui se trouve à la surface des globules rouges. Et comme ça, on peut déterminer le groupe sanguin d'une personne. Donc, le tableau suivant montre comment déterminer le groupe sanguin à l'aide de sérum test. Donc, on utilise trois sérums tests, comme vous voyez ici. Un sérum test qui contient des agglutinines anti-A ou bien des anticorps anti-A. Un sérum test qui contient des agglutinines anti-B ou bien des anticorps anti-B. Et le troisième sérum qui contient des agglutinines anti-A et anti-B ou bien on dit des anticorps anti-A et anti-B. D'accord? Et sur une lame propre, bien sûr, on dépose 3 gouttes de sang d'une personne. Et à côté de chaque goutte, on dépose le sérum test. Donc, à côté de cette goutte, on dépose le sérum test qui contient des anticorps anti-A. D'accord? Et à côté de cette goutte, on dépose le sérum qui contient des anticorps anti-B. Et à côté de cette goutte, on dépose le sérum qui contient des anticorps anti-A et anti-B. Et on mélange la préparation et on peut déterminer le groupe sanguin de cette personne en fonction de l'absence ou la présence d'agglutination. Après 1 minute, comme vous voyez ici, on observe une agglutination au niveau du premier mélange, l'absence d'agglutination au niveau du deuxième mélange et la présence d'agglutination au niveau du troisième mélange. Donc, on peut expliquer l'agglutination du premier mélange par le fait que les anticorps anti-A qui se trouvent dans le sérum trouvent les agglutinogènes A ou bien l'antigène A à la surface des globules rouges. Et ils fixent ces antigènes, ce qui entraîne une agglutination. D'accord? Donc, on n'a pas d'agglutination ici au niveau du deuxième mélange. Donc, les anticorps anti-B ne trouvent pas les antigènes B ou bien les agglutinogènes B à la surface du globule rouge. Et on explique l'agglutination du troisième mélange par le fait, bien sûr, que le sérum contient d'anticorps anti-A qui fixent les antigènes A qui se trouvent à la surface du globule rouge, ce qui entraîne une agglutination. D'accord? Et ainsi que les personnes qui se caractérisent par la présence d'agglutinogène A ou bien l'antigène A à la surface de leur globule rouge sont les personnes de groupe sanguin A. D'accord? Et sur une autre lame propre, on dépose 3 gouttes du sang d'une autre personne, puis on dépose à côté de chaque goutte le sérum test, d'accord? Et on mélange la préparation. Après 1 minute, on observe, comme vous voyez ici, l'absence d'agglutination au niveau du premier mélange et la présence d'agglutination au niveau du deuxième mélange et aussi la présence d'agglutination au niveau du troisième mélange. Donc, on peut expliquer d'abord l'absence d'agglutination
au niveau du premier mélange par le fait que les anticorps anti-A qui se trouvent dans le sérum test ne trouvent pas les antigènes A à la surface du globule rouge. C'est-à-dire que les globules rouges de cette personne ne possèdent pas l'antigène A. D'accord? Donc, il n'y a pas d'agglutination ici. Et on explique l'agglutination du deuxième mélange par le fait que les anticorps anti-B qui se trouvent dans le test, dans le sérum test, trouvent à la surface des globules rouges les antigènes B. Et elles fixent ces antigènes, ce qui entraîne une agglutination. D'accord? Pour le troisième mélange ici, c'est la même chose. Les anticorps anti-B fixent les antigènes B qui se trouvent sur la membrane cytoplasmique du globule rouge, ce qui entraîne une agglutination. Et on sait bien sûr que les personnes qui portent les antigènes B à la surface de leur globule rouge sont les personnes de de groupe sanguin B. Sur une autre lame propre, on dépose 3 gouttes du sang d'une autre personne, puis on dépose à côté de chaque goutte le sérum test. Et on mélange la préparation et après 1 minute, on observe une agglutination au niveau du 3 mélanges. D'accord? Donc, on explique ce résultat par le fait que ici, les anticorps anti-A trouvent les antigènes A à la surface du globule rouge. Ici, que les anticorps anti-B trouvent aussi les antigènes B à la surface du globule rouge. Ici, que les anticorps anti-A et les anticorps anti-B trouvent les antigènes A et les antigènes B à la surface du globule rouge. Et on sait que les personnes qui se caractérisent par la présence des 2 types d'antigènes A et B à la surface de leur globule rouge sont les personnes de groupe sanguin AB. D'accord? Donc, et sur une autre lame propre, on dépose aussi, comme vous voyez ici, 3 gouttes du sang d'une autre personne. Et on dépose à côté de chaque goutte le sérum test. Et on mélange, bien sûr, la préparation. D'accord? Et après 1 minute, on observe le résultat. Donc, on observe que l'absence d'agglutination au niveau du 3 mélanges. Donc, on explique ce résultat par le fait que les anticorps anti-A et les anticorps anti-B ne trouvent aucun antigène ou bien aucun agglutinogène à la surface du globule rouge. Et on sait que les personnes qui se caractérisent par l'absence des agglutinogènes ou bien l'absence des antigènes au niveau de leur globule rouge sont les personnes de groupe sanguin O. Donc, maintenant, on va voir les règles de compatibilité pour la transfusion sanguine. D'accord? 4. Les transfusions sanguines. Alors, la transfusion sanguine ne peut réussir que si le sang du receveur ne contient pas d'anticorps susceptibles d'agglutiner les globules rouges du donneur. Alors, lors d'une transfusion sanguine, il est important que le groupe sanguin du donneur soit compatible avec celui du receveur. Donc, le donneur et le receveur doivent répondre aux conditions vous présentées dans le schéma suivant.
Donc, une personne de groupe sanguin A peut donner son sang à une personne de même groupe sanguin A et à une personne du groupe sanguin AB, car les personnes de groupe sanguin AB se caractérisent par l'absence des anticorps anti-A dans le plasma. D'accord? Et une personne de groupe sanguin B peut donner son sang à une personne de même groupe sanguin B, comme vous voyez ici, et à une personne de groupe sanguin AB, car cette personne se caractérise par l'absence des anticorps anti-A et des anticorps anti-B dans le plasma. D'accord? Et une personne du groupe sanguin O peut donner son sang à n'importe quel receveur, car elle se caractérise par l'absence des antigènes ou bien des agglutinogènes à la surface du globule rouge. Donc, il n'y a pas de risque que les anticorps du receveur s'agglutinent sur les antigènes du globule rouge. Et ces personnes de groupe sanguin O sont appelées donneurs universels. Et une personne de groupe sanguin AB ne peut donner son sang que à une personne de groupe sanguin AB, mais elle peut recevoir du sang de tous les autres groupes sanguins, donc de A, de O et de B, car il n'y a aucun anticorps présent dans son plasma susceptible de s'agglutiner avec les antigènes qui se trouvent à la surface des globules rouges transfusés. Alors, ces personnes de groupe sanguin AB sont appelées receveurs universels. D'accord? À partir de 1900 jusqu'à 1940, des fois, on a trouvé des problèmes concernant ces transfusions sanguines. Donc, il va y avoir des agglutinations, même si, par exemple, une personne de type A, elle va donner du sang à une personne de même groupe sanguin, c'est-à-dire de type A. Donc, des fois, il n'y a pas d'agglutination, mais d'autres fois, il y a une agglutination. C'est pour cette raison que les recherches poursuivent par le même chercheur Landsteiner qui a trouvé un autre facteur responsable des fois à ces agglutinations, et ce facteur, il est nommé le facteur Rhésus. Alors, maintenant, on passe au grand 2, le système Rhésus. Donc, en plus des groupes sanguins du système ABO, il existe un autre système appelé système Rhésus. Il a été découvert en 1940 par le chercheur Landsteiner. Donc, les personnes appartenant au groupe sanguin Rhésus possèdent un antigène supplémentaire sur la membrane des hématocytes ou bien sur la membrane du globule. Donc, par exemple ici, une personne porte plus des antigènes A, des antigènes Rhésus. Donc, vous voyez ici, on a les antigènes Rhésus et ici, on a les antigènes A sur la membrane de leur globule rouge. Donc, il est dit A positif. Et les individus du groupe Rhésus- ne possèdent pas un antigène supplémentaire sur la membrane des hématocytes. Par exemple, ici, on a une personne de groupe sanguin A et qui ne porte sur la membrane de leur globule rouge que les antigènes A. Donc, il est dit A négatif. D'accord? Donc, dans les deux cas, et en dehors de transfusion sanguine, il n'y a pas d'anticorps anti-Rhésus dans le plasma. D'accord? Donc, il y a la présence des antigènes Rhésus
à la surface du globule rouge, mais il n'y a pas d'anticorps anti-rhésus dans le plasma. Alors, les personnes rhésus négatives peuvent donner leur sang aux personnes rhésus négatives et aux personnes rhésus positives. D'accord? Mais les personnes rhésus positives ne peuvent donner son sang qu'en rhésus positif. Donc, lorsque une personne rhésus négative reçoit une transfusion d'une personne rhésus positive, par exemple, A- reçoit le sang de A+, elle produit des anticorps spécifiques anti-rhésus dans le cadre d'une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Donc, ce qui conduira à une agglutination lors de la deuxième transfusion. D'accord? Alors, la transfusion d'un sang rhésus positif à une personne rhésus négative est sans risque lors de la première opération. Toutefois, le receveur fabriquera des anticorps anti-rhésus, ce qui conduira à une agglutination lors de la deuxième transfusion. Alors, comme ça, on a terminé la leçon de la transfusion sanguine. Au revoir.